Bonjour à tous, alors moi je m'appelle Pascal Fechner, je suis le co-créateur et le rédacteur en chef du média Maybe Planet, dont Franck a parlé tout à l'heure, merci à toi. On n'est pas beaucoup de médias français à parler de l'actualité, mais voilà, c'est vrai que... Alors nous faisons régulièrement un flash UFO le dimanche en général, n'est-ce pas monsieur Boulin? Donc le flash UFO, c'est pas une émission de spécialistes, au contraire. Nous, on invite tout le monde, c'est-à-dire le grand public, il suffit de s'intéresser un petit peu au sujet, nous on vous invite avec plaisir. Donc si un jour vous voulez faire un petit peu d'antenne et venir parler de l'actualité, nous on vous invite bien sûr avec plaisir. Encore faut-il que vous acceptiez bien sûr d'être à l'antenne, ce qui n'est pas toujours facile, parce que c'est un domaine quand même encore un petit peu stigmatisant. On va le dire. Bon, tout d'abord, un grand merci à Thierry et à toute l'équipe d'Oatmeal and Dog d'organiser ce 12e, c'est ça 12e quand même, un symposium. Merci à toi Thierry merci à toi. Pour cette invitation. Alors moi je vais aller assez vite, ça ne va pas être une intervention très très longue. Bon, juste vous parler rapidement du Maybe Planet. Donc Maybe Planet c'est un site internet. Sur notre site on traduit des articles qu'on va chercher un petit peu partout dans le monde, enfin un peu partout dans le monde, essentiellement aux États-Unis. C'est une présence sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. Et puis c'est surtout une chaîne YouTube sur laquelle nous proposons des émissions, des débats, des émissions d'information. Je dis débat, je regarde bien sûr Thibaut Canuti. Et puis des interviews aussi, parce qu'on a eu le plaisir, par exemple cette année, on a pu parler avec Avi Loeb, ça c'était quand même une belle interview que nous avons fait. Nous avons parlé avec le journaliste Ralph Blumenthal, qui est un des co-auteurs du fameux article de décembre 2017 avec Leslie Kean et Hélène Cooper. Et puis nous avons eu aussi également des auteurs, des chercheurs comme Christian Doumergue, historien de l'étrange, on pourrait dire ça comme ça, Simon Guessio, qui est psychiatre et qui s'occupe d'accompagner des gens qui sont dans le deuil et qui a écrit un livre, Nos défunts nous consolent. On a reçu aussi des auteurs comme Catherine Romanoff sur l'hypnose de vie antérieure, Virginie Bobet ou encore Ludini de Signado. Ah mais non, je parlais que de cette année là. Si on doit parler de tout, Thibaut Canuti aussi on a reçu de temps en temps. Alors comme je le dis en introduction, la plupart de nos émissions dans ce média, nous marchons sur un fil tendu au-dessus des terres de l'étrange et de l'incertain, et en funambule du possible et du peut-être, nous essayons, armés de notre libre arbitre et de notre discernement, de garder notre équilibre pour ne pas basculer dans la croyance aveugle ou dans le dénigrement. Alors on essaye de rester rationnel et objectif. Alors le Maybe Planet est très souvent connoté OVNI. Alors c'est pas spécialement un choix délibéré de notre part, mais d'une part il faut savoir que le Maybe Planet est né de ma démission du poste de directeur national du UFO de France. Donc bien sûr on était déjà quand même assez orienté OVNI. Et puis le fait est que l'information est très chargée sur ce sujet, en particulier depuis décembre 2017. Enfin on s'intéresse à plein d'autres sujets, les expériences de mort imminente, l'hypnose, enfin voilà, tout ce qui est un petit peu paranormal, ça nous intéresse beaucoup. Alors, oui c'est vrai, je l'ai dit, et je le redirai, comme certaines personnes l'ont souligné, je veux que l'ufologie, telle que nous l'avons connue, meure. Alors c'est pas moi qui dis ça, c'est Louis Elizondo. Louis Elizondo, on va peut-être pas le présenter, je pense que tout le monde le connaît, c'est le célèbre lanceur d'alerte. Il a dit cette phrase dans un article paru dans Liberation Time du 5 septembre 2022, donc c'est assez récent. Je me permets de vous lire quelques passages de cet article parce que, à mes yeux, c'est probablement un des articles les plus importants de 2022. Alors, Louis Elizondo écrit « Le comportement de certains ufologues autoproclamés sur les réseaux sociaux a parfois été bien moins que productif. Je voudrais rappeler aux lecteurs que de nombreux hauts fonctionnaires et leur personnel au sein de notre appareil de la communauté du renseignement et de la défense surveillent les médias sociaux. Même les politiciens sont à l'écoute et comme des garnements dans un bac à sable, les actions de quelques enfants irritables peuvent chasser d'autres enfants qui autrement aimeraient vraiment jouer dans le bac à sable aussi. Le bac à sable ufologie contient malheureusement quelques enfants égoïstes qui ont décidé qu'aucun autre enfant n'est autorisé à jouer dans leur bac à sable, sinon il risque de se faire jeter du sable au visage. Ce comportement est ce qui motive et alimente la stigmatisation perpétuelle associée au sujet OVNI et à l'ufologie. De mon point de vue, je relis Zondo qui parle bien sûr, de mon point de vue, pourquoi nous lançons-nous du sable alors que nous devrions nous concentrer sur la construction de châteaux de sable ensemble, surtout maintenant alors que des pays comme Saint-Marin sont sur le point d'aider éventuellement à défendre l'effort UAP au niveau national, au niveau international, grâce à des efforts comme Projet Titan. Le premier endroit où les personnes qui ne connaissent pas les UAP iront chercher des informations sur le sujet, ce sont les médias sociaux. Est-ce vraiment la première impression que nous voulons leur donner ?
Malheureusement, la communauté OVNI est devenue récemment un bourbier irrationnel de chercheurs de popularité, fini le respect le décorum au profit des coups de coude et des coups de pied. Les voix de ceux qui, autrement, appliqueraient une orientation scientifique sont étouffées par ces personnalités des médias sociaux qui font du sensationnalisme en tant que militants de la divulgation afin de générer des revenus grâce aux téléspectateurs et aux abonnés. Ceux qui recherchent le crédit au lieu de la coopération détournent le sujet pour leur propre enrichissement aux dépens des véritables défenseurs de la vérité. Je veux une nouvelle ufologie digne d'aborder et d'étudier techniquement ce sujet incroyable, avec des individus qui peuvent échanger des idées sans crainte d'attaque personnelle, les élus, les chefs de gouvernement et les théologiens peuvent interagir avec le public à l'abri des détournements de clics créés par les chasseurs d'attention ou les profiteurs des médias sociaux se faisant passer pour des militants de la divulgation. Je ne dis pas qu'il n'y a aucun élément dans la construction ufologique existante qui embrasse ces valeurs, mais c'est plus l'exception et non la règle de nos jours. Si j'étais un roi pour la journée, à quoi ressemblerait ce nouvel environnement? Dans ce nouvel environnement, des sujets tels que la xénoscience, l'exopolitique, l'astrobiologie et l'exothéologie ne seraient pas ostracisés en tant que science marginale. Comme les phénomènes ne sont pas encore entièrement compris et sont vraiment inconnus, nous devons nous garder ouverts à une variété de possibilités en nous permettant d'encadrer pragmatiquement les « et si » dans une certaine forme de nomenclature académique ou scientifique. Dans ce nouvel environnement, il y a confiance et respect entre les universitaires, les scientifiques et les organisations gouvernementales, agissant en tant que gardiens des données concrètes qui doivent être étudiées et évaluées. Ce respect s'étend aux citoyens moyens et aux défenseurs qui peuvent engager de manière réfléchie ces organisations par le biais d'une enclave de médias sociaux collaborative et transparente. Voilà, alors l'article complet est bien sûr disponible sur le site du Maybe Planet. Alors on pourrait quand même s'étonner d'une telle prise de position de Louis Elizondo, qui pendant des mois ne s'est pas économisé, participant à un nombre incroyable d'émissions sur tous les supports possibles, avec tous les interlocuteurs possibles. Nous avons eu nous-mêmes, comme le disait Thibault, la chance de pouvoir l'interviewer. Alors, il est à noter quand même que Louis Elizondo écrit cet article après que nous apprenions qu'il est devenu consultant auprès de la Space Force. Voilà, est-ce que ça lui a fait mettre un petit peu d'eau dans son vin? C'est tout à fait possible. Alors, cet article a cependant un terrible défaut. Il ne cite pas les tenants de cette ufologie que Louis Elizondo souhaite voir mourir, ces garnements qui jettent du sable au visage des autres enfants. Alors, parle-t-il d'animateurs de ce domaine de recherche comme Georges Knapp, le découvreur, du fameux ou du fumeux Bob Lazar, de Jeremy Corbell, réalisateur plus que contestable, de Raymond Mossad ou encore de gens comme Travis Walton, ou de tous ces tenants d'une ufologie souvent complotiste, qui sait que le gouvernement cache dans les nombreux sous-sols de la zone 51 les débris de la soucoupe de Roswell, de Trinity, et sur lequel les militaires travaillent activement à faire de la rétro-ingénierie. Le fait est que tous ces personnages sont paradoxalement nécessaires, comme Gollum est nécessaire à Frodon. Je pense souvent à cette scène du Seigneur des Anneaux, dans lequel Frodon se lamente auprès de Gandalf, regrettant que Gollum n'ait pas été tué quand l'occasion se présentait, et Gandalf de répondre « Qui êtes-vous pour savoir qui doit vivre ou mourir ?» Nous avons besoin d'excès et d'outrance en ufologie pour arriver à des avancées significatives de ce domaine de recherche, pour accélérer cette divulgation attendue par de nombreux ufologues. Mais de quelle divulgation parle-t-on? D'entendre le président des États-Unis affirmer face caméra au monde entier que oui, les extraterrestres existent, que l'armée américaine a du matériel exogène depuis des décennies, ou une divulgation dans laquelle l'armée américaine admet enfin avoir de vrais problèmes de sécurité aérienne, avec de nombreuses observations de pilotes militaires et civils, décrivant des phénomènes qu'ils ne peuvent identifier, observations nécessitant des recherches plus poussées, avec comme hypothèse sur la table, comme d'autres, mais sans être plus prépondérantes, des visites extraterrestres. Parce que cette divulgation-là, elle est déjà obtenue, et c'est un effet cliqué des plus importants. Il s'agit maintenant d'aller de l'avant, et c'est ce que semble appeler de ses voeux Louis Elizondo. Je crois qu'il faut aujourd'hui aussi donner la parole à d'autres chercheurs, même si leurs propos déconstruisent parfois en profondeur ce que nombre d'entre nous souhaitons. Alors je pense bien sûr à Neil deGrasse Tyson, à Mick West, à Scott Brando, du UFO of Interest, à Charlie Weiser, à Stephen Greenstreet ou encore à John Greenwald, et bien sûr à Avi Loeb et Bill Nelson, administrateur actuel de la NASA.
Alors nous sommes peu de médias français à parler régulièrement de l'actualité de ce domaine de recherche, mais le Maybe Planet continuera à exposer les thèses, les possibles, mais également les réponses rationnelles et les conjectures raisonnables des chercheurs cités, parce que l'ufologie ne doit pas être une croyance ou une religion, mais bien un champ de recherche scientifique et philosophique. Merci de votre attention. Des questions? Maybe Planet, donc MAYBE espace planète sans le E. Encore une fois, si vous voulez faire un petit peu d'antenne, parce qu'encore une fois, nous c'est vraiment ce qu'on souhaite, une ouverture auprès de tout le monde. Alors c'est sûr que quand on a des auteurs, des chercheurs, des gens comme Thibaut Kenouti, comme Thierry Gaulin, c'est super, mais on veut vraiment donner la parole et échanger, débattre avec tout le monde. Donc du moment que le sujet vous intéresse, bah, votre parole nous intéresse. Voilà. Encore une fois, c'est pas des émissions de spécialistes, encore que j'ai envie de dire que s'intéresser au sujet, déjà par rapport au grand public, bah, ça nous place tout de suite en spécialiste. Est-ce que ça t'arrive, je me souviens de diffuser des fois du court-métrage, ça pourrait t'intéresser éventuellement, du court-métrage de musique? Ah oui, alors c'est vrai qu'on l'a pas diffusé sur la chaîne, on l'avait diffusé à Valençol. On a par exemple le réalisateur Paul Plumat, qui fait partie du Maybe Planet, qui est réalisateur, qui nous avait donné l'exclusivité de son court-métrage Stigma. Un court-métrage très intéressant où une personne fait une observation, elle arrive à un dîner de famille, et puis bien sûr, comme elle dit qu'elle a vu un ovni, tout le monde se moque allègrement d'elle. Voilà. Donc, non, bien sûr, nous on est ouvert. De diffuser le gagnant de fait. Ah bah nous, ce sera avec grand plaisir, bien entendu, dans la mesure où la personne l'accepte. Non, bien sûr, avec grand plaisir. Juste une remarque, Pascal, par rapport à ton intervention. Moi, l'impression que j'ai en observateur de ce qui se passe actuellement et singulièrement depuis 2017, on va en parler aux États-Unis, c'est que la nouvelle ufologie ressemble à l'ancienne. Il y a toujours des sceptiques qui n'ont de sceptiques que le nom, qui sont en fait des matérialistes, des rationalistes, donc des gens qui savent que les ovnis n'existent pas, ou en tout cas ne renvoient à aucune anomalie. Certains que tu as cités en font, selon moi, totalement partie. On n'est pas toujours d'accord à ce propos. J'ai pensé à toi en citant certains noms, bien sûr. Il y a toujours des croyants, c'est-à-dire des gens qui vont être persuadés qu'effectivement c'est extraterrestre. Et puis, il y a des gens un peu plus agnostiques, un peu plus ouverts, qui, à minima, reconnaissent quand même qu'il y a une part d'anomalie là-dedans. Mais c'est le cas d'Elizondo, c'est frappant dans le florilège des nombreuses interventions d'Elizondo sur les 5 ans en arrière, même si depuis un an ou deux, il est beaucoup plus silencieux, de voir que lui, en tout cas, et ceux qui l'entourent, admettent tout un tas d'hypothèses comme étant, en tout cas, recevables. L'hypothèse extraterrestre, bien sûr, l'hypothèse d'intraterrestre, l'hypothèse de voyageurs interdimensionnels, l'hypothèse de voyageurs du temps, l'hypothèse de drones très sophistiqués qui pourraient être ceux de la Russie ou de la Chine, pour citer ces deux nations-là, même si ça rend manifestement pas compte de toutes les observations telles qu'elles sont relatées. Et donc il y a bien encore et toujours, et ça ne me semble pas vraiment changer, ces trois catégories-là, on va dire schématiquement. Ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, et ceux qui sont agnostiques, qui doutent et qui s'y intéressent. Je crois que Louis Elizondo, cet article sort le 5 septembre de cette année, donc il est très récent. Et c'est vrai que ça semblait quand même un changement de ton, parce que Louis Elizondo semblait quand même très pro-hypothèse extraterrestre, jusque-là. Quand même, oui, quand même, avec ses hypothèse anomalie, quoi. Il était très grosse anomalie, pas de chez nous, voilà, en gros. Ouais. Maintenant, là où je le rejoins, et là où son texte a été un peu prophétique, c'est, on l'a vu la semaine dernière, suite à la sortie de l'article dans le New York Times. New York Times, le même journal qui, en décembre 2017, sort cet article. Et là, en décembre 2017, le New York Times, c'est le journal du siècle. Et là, maintenant, le New York Times, c'est le torchon, même pas bon pour les toilettes. Non, ce que je veux dire par là, c'est que le journaliste qui a sorti ce papier a été victime d'attaques ad hominem. Prends ce qu'a écrit Gary Nolan sur lui. C'est... voilà, mais c'est pas possible.
Voilà. C'est quoi cet article? Pardon, parce que là... Ah, pardon. C'est un article qui prétend que les ovnis, d'après des sources qui ne citent pas du Pentagone, seraient uniquement des technologies chinoises, essentiellement. Ah bon? Circuler, il n'y a rien à voir. Mais ça veut dire aussi alors qu'ils avouent leur incompétence technologique. Elle est là, la vraie divulgation. C'est qu'aujourd'hui, l'armée admet que son ciel est strié et qu'elle ne peut rien y faire. Ça c'est déjà une divulgation. Ouais, mais bon, ça fait des années qu'on nous sort la divulgation sans arrêt, même dans le monde de l'inconnu, il y a marqué que ça sera en 2023. À qui profite le buzz de dire sans arrêt divulgation? Ah bah, j'en ai cité quelques-uns. Et c'est ces gens-là que Louis Elizondo, aujourd'hui, enfin, dans cet article critique et fustige, c'est tous ces gens qui gagnent leur vie en faisant de l'amazing, en sortant des vidéos soi-disant qu'ils ont obtenues de l'armée, avec des vaisseaux qui sont triangulaires, et dont on sait que c'est des bogués sans être un génie de la photo. Voilà, c'est à ces gens-là que la divulgation est rentable. Faut dire les choses. Non, parce que la vidéo bokeh, moi ce qui m'avait fait rire quand elle était sortie, c'est que les étoiles autour, elles Mais étaient bien aussi sûr. triangulaires. Mais encore aujourd'hui, cette vidéo, Corbel dit c'est un vaisseau triangulaire. Je n'ai jamais entendu Corbel dire c'est un effet bokeh. J'avais même eu une discussion avec un paradis qui m'avait dit non, c'est pas un bokeh. Enfin, voilà, donc c'est voilà. Lui, par contre, profite à plan de la divulgation. Et le projet Titan, par exemple, est-ce que c'est pas quelque chose qui peut être Ah bah oui. Ah bah oui. Alors, nous on avait discuté, qui était Thibaut, qu'on avait discuté avec Guizardi, Paolo Guizardi, qui est le porteur du projet Titan à travers l'ICER. De ce qu'on sait aujourd'hui, la pétition a passé des portes au niveau de Saint-Marin. Moi, des dernières communications que j'ai vues de Paolo, qui datent de la semaine dernière, ils étaient pratiquement au stade final, quelque part pour que le gouvernement de Saint-Marin soit quelque part un petit peu obligé de porter à un moment ou un autre la question aux Nations Unies. Alors le fait de porter la question, est-ce que ça le mettra à l'ordre du jour des Nations Unies? C'est un autre débat, mais en tout cas, ils sont pas très loin d'aboutir. Il fallait combien de signatures? Ah ben non, il suffisait de 2 habitants de Saint-Marin pour que le projet soit porté au gouvernement. Hein. Donc il les avait. Après, Paolo avait organisé une pétition internationale, mais qui n'avait pas de poids juridique au niveau de Saint-Marin. C'était simplement pour montrer au gouvernement de Saint-Marin que le projet intéressait le monde entier. Mais ça, c'est une belle initiative, je trouve. Hein. On a 1h30 d'interview avec Paolo. En plus, il parle très bien français. Ça, je trouve que ça fait partie des belles initiatives, des initiatives constructives. Voilà, ça c'est constructif de mettre ce dossier sur les Nations Unies, de le faire un peu dépasser, déborder des frontières américaines, ça c'est intéressant. Mais de façon pragmatique et dépassionnée, bien entendu. Ça sort des clivages de chacun, C'est un peu ça. Ça remet un peu tout le monde au même niveau. Et moi je trouve que Guizardi est le bon personnage pour porter ça, parce que voilà, c'est quelqu'un de calme, c'est quelqu'un de posé, c'est quelqu'un qui s'exprime bien, voilà, qui travaille dans la diplomatie. Voilà, ça c'est des domaines intéressants qui devraient quand même faire en sorte que le monde scientifique, et le monde scientifique s'y intéresse de plus en plus. Hein. On voit bien que la NASA a lancé son étude indépendante. Le projet Galilée, c'est quand même du privé. En Allemagne, on l'a vu au Képan, hein, il y a quand même un universitaire qui travaille sur le projet. Donc non, la science commence à s'intéresser au projet, mais la science a encore peur, je pense, des hurluberlus qui vont vendre des reptiliens suceurs de sang. Voilà, ça c'est pas possible. Pascal, pour les gens qui ne connaissent pas un peu le sujet, parce qu'il y a quelques personnes dans la salle qui ne connaissent pas, on parle beaucoup de tout ce qui est américain et compagnie. Voilà. Tu peux me dire si en France, à part le GEPAN qui est officiel, en Est, quelqu'un s'intéresse au sujet ou essaie de sortir le sujet de la bombe? En scientifique, tu veux dire? En scientifique. Bah, on a quand même la chance, alors voilà. Je suis désolé, je me bouché les oreilles. On a la chance donc d'avoir le GEPAN. Ça va. Et surtout, au-delà de ça, on a surtout la chance d'avoir Sigma 2, qui est quand même un organisme de très bonne qualité, hein, présidé par Luc Dini. Ils ont quand même Clairvoy, ils ont des gens, ils ont Bescon, ils ont maintenant même un scientifique, Thibaut Bress, que tu connais un petit peu.
mais voilà, ce qui fait partie de Sigma 2. Moi je trouve que Sigma 2, qui a sorti son rapport en 2021, fait quand même du bon boulot, et surtout est un interlocuteur audible et viable par rapport aux médias. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu ce qui manque en France aussi, des voix qui peuvent être audibles pour les médias. Et Luc Dini, pour moi, fait le boulot dans toutes les émissions qu'il a faites. Après, des scientifiques purs, bon bah oui, on dirait on a eu Jean-Pierre Petit, bon ok, c'est un scientifique, mais non, moi je ne vois pas aujourd'hui... Il a payé cher au moins. Bah, il a payé cher, il a son caractère aussi. Hein, donc, non, mais je veux dire, voilà. au niveau des budgets et des postes, oui, il y a eu la punition pendant plus de 30 ans. Oui, bon, il a rien fait aussi pour que ça se passe bien, mais bon, voilà, enfin, c'est comme ça, si on perd petit, on va pas... C'est comme ça. Mais non, la science française, pour l'instant, pour moi, ne s'empare pas du projet. Enfin, je sais pas, toi, Thierry, si... Oui, et Uris, mais qui est déjà... voilà. Mais je crois que Galileo, ça va être le programme qui sera dupliqué un peu partout. L'allemand, j'ai plus son nom, Akanayan, ouais, semble vouloir faire quand même du Galileo, et en France, ouais, pourquoi pas faire un mini projet Galileo, encore que je trouve ça m'embête que tout le monde s'affilie au projet Galileo pour avoir un effet mondial, mais moi pour l'instant, j'ai pas entendu de structure ou de scientifique français qui pourrait se lancer là-dedans. Pascal, tu disais qu'il est mandaté en tant que consultant pour l'Air Force. Ouais. Alors, Space Force. Ouais, il est consultant de la Space Force maintenant. Est-ce qu'il t'a donné un peu plus d'informations sur le contenu de son intervention? Enfin, moi, personnellement, alors d'une part, il ne l'a pas dit directement, hein, je l'ai lu dans un article, et on n'a pas vraiment n'a pas les teneurs de sa mission au sein de la Space Force. Il a fait partie de l'USD, donc est-ce que c'est de Counter-Strike, des choses comme ça, de la counter-intelligence, c'est fort possible. Je ne suis pas sûr qu'il soit consultant technique sur les phénomènes aériens non identifiés. C'est peut-être simplement par rapport à sa spécialisation, à savoir l'intelligence économique ou moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il est consultant sur la question de l'UAP. Bon. Enfin, en tout cas, moi, je ne l'ai pas entendu, lui, là-dessus. Voilà. D'ailleurs, on ne l'entend plus actuellement, Louis Elizondo, depuis qu'il est consultant Space Force. Je vous dis, il a sorti cet article qui est quand même... moi, je vous invite à lire, hein, parce qu'il est quand même assez fort, enfin, je trouve, presque contradictoire par rapport à certaines positions qu'il a tenues jusqu'à maintenant. Maintenant, moi, je suis d'accord avec chaque ligne de ce qu'il écrit. Hein. Mais voilà, donc est-ce que le fait d'être à la Space Force l'oblige maintenant à être un peu plus... carré, c'est possible aussi. Hein. Il a dit dans un interview récent qu'il continuait à s'intéresser à cette question au sein de son travail de consultant. Voilà. Donc il a dit entre lui... Il a été calibré. Je pense qu'il a été recalibré, ouais. Alors c'est marrant d'ailleurs parce qu'il y a le duo Elizondo-Mellon. Mellon était un peu plus discret pendant longtemps qu'Elizondo était très prolifique. Et maintenant, c'est Mellon qui prend le relais et qui parle beaucoup plus, qui donne beaucoup d'interviews, qui a une interview à Khamed Moussam. Alors, une interview plus intéressante, à mon sens, avec Robert Fletcher, d'Exopolitics, que tu connais, je crois aussi. Hein. Donc voilà, là, j'ai l'impression que Mellon prend un peu le relais pour la médiatisation de l'action. Parce que c'est vrai que moi, je les considère comme un duo, quand même, Mellon et Elizondo. Pour moi, ils marchent à deux. Tout comme au Caipan, la force spatiale française a été très silencieuse. Parce qu'on a essayé de les interroger, nous, et silence total. Tu veux dire les militaires qui étaient là? Oui, c'était la force spatiale française. Ouais. En fait, c'est peut-être pas grand-chose à dire non plus, quoi. Je suis pas sûr qu'ils se soient même intéressés au sujet, c'est ça le truc. Ils sont quand même, ils me disaient qu'ils sont quand même plus de 300 à Toulouse, quand même, maintenant. Ouais, mais est-ce qu'ils se sont posé la question? Est-ce qu'ils se sont penchés? Parce que moi, j'ai l'impression que ces gens-là, quand il y en a un qui commence à dire tiens, il faudrait qu'on s'intéresse à ça, les autres le regardent en disant mais qu'est-ce que tu racontes toi? Enfin, je pense qu'ils en sont encore là. Je vais parler de Rome. Ouais.